soir, je vais vous faire une conférence et en fait, cette conférence, bon, mon livre, il s'appelle Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons, enquête. Donc, c'est une enquête, c'est 10 leçons, il y a 10 chapitres avec 10 gros mensonges et des sous-mensonges dans chaque chapitre. Et donc, à la fin de chaque chapitre, je fais un résumé du chapitre et je tire une leçon. Donc, après, chacun peut poursuivre pendant tout le livre et ça couvre toute l'affaire du Covid. Donc, il y a une synthèse. J'ai fait beaucoup de recherches, ça fait 5 ans, mais j'avais commencé bien avant. Quand je vous dis bien avant, c'est parce que tout ça n'a pas commencé il y a 5 ans. Bon. Et donc, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que il y a beaucoup de gens, de personnes qui ont la sensation désagréable d'avoir été trompés, mais qui savent pas exactement dans quelle dimension s'est exercée cette tromperie, qui n'est rien d'autre qu'une fraude en réalité. Donc, quelles sont les dimensions de la fraude? C'est ce que je vais expliquer ce soir. Et je vais surtout expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais en fait, les gouvernants, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont essayé de bien faire, ils ont fait ce qu'ils ont pu. S'ils se sont trompés, c'est pas très grave parce que ils étaient de bonne foi. Or, ce que je vais expliquer, c'est justement tout ce qui permet de comprendre la duplicité du discours en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas de bonne foi et je vais montrer les preuves qui montrent à chaque fois à quel moment il y avait des choses qui se disaient en privé, et ensuite, quand il y avait un discours qui était tenu en public, c'était pas du tout la même chose, c'était même l'inverse. Donc c'est ça que j'ai repris et je l'ai résumé évidemment. Et dans le livre, il n'y a pas que une synthèse, il y a aussi une construction et une argumentation, et il y a aussi quelques révélations. Donc voilà. Il y a d'abord eu une duplicité sur l'origine du virus. Le coronavirus de Wuhan est-il artificiel ou naturel? On a vu récemment que, voilà, donc les gens disent ils ne savaient pas, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et c'est un peu de l'impuissance, c'est pas de l'impuissance et c'est pas de l'incompétence, c'est ce que je vais essayer de montrer, c'est plutôt du double langage. Voilà. Et donc, on va voir les courriels privés de certains qui montrent que le discours qui était tenu en public n'était pas celui qui était tenu de façon privée. Et donc, vous avez vu que récemment, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, la Maison-Blanche a publié un dossier, un rapport qui s'appelle LabLeak, c'est-à-dire fuite de laboratoire. Et donc, la thèse de ce LabLeak, de cette fuite de laboratoire, c'est de dire que, en fait, il y a bien eu un virus qui est artificiel puisqu'il y a une fuite de laboratoire. Donc, c'est déjà un progrès par rapport à la fausse dualité entre virus artificiel et virus naturel. Donc, jusqu'à présent, on n'arrêtait pas de nous dire c'est un virus naturel, ça c'était la thèse officielle, le narratif officiel. Bon, ce narratif a eu du plomb dans l'aile et petit à petit, il y a eu des rapports qui sont sortis, des agences privées, des agences publiques, des renseignements, et petit à petit, on a commencé à voir que, en fait, les renseignements, les services secrets commençaient à dire que c'était une fuite de laboratoire, donc, entre guillemets, un virus artificiel. Bon. Mais c'est là où s'arrête un peu le nouveau narratif. Il y a un nouveau narratif qui est de dire, OK, c'est un virus qui vient d'un laboratoire. Ils n'osent pas dire encore artificiel. C'est moi qui dis artificiel. Mais si ça vient d'un laboratoire, c'est pas juste un virus qui était là par hasard, qui est sorti d'un animal qui lui était naturel. Voilà. Donc c'est une façon de dire, OK, le virus est artificiel. C'est déjà un point. Mais c'est tout de suite pour ajouter, selon eux, que s'il est sorti du laboratoire, c'est de façon
accidentelle. Or, rien n'est moins sûr puisque il est sorti d'un laboratoire, d'accord, mais est-ce accidentel ou est-ce intentionnel? Alors jusqu'à présent, le narratif officiel refuse d'envisager l'hypothèse intentionnelle. De même que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il refusait d'envisager l'hypothèse fuite de laboratoire. Et donc, on en sait quelque chose, tous les uns les autres. Dès qu'on envisageait cette hypothèse, on était traité de complotiste. Voilà. Donc, là maintenant, la thèse officielle commence à être reprise un peu partout, y compris dans les médias dominants, comme on l'a vu récemment. Eh bien donc, la thèse artificielle actuellement, c'est virus sorti d'un laboratoire, mais pas de n'importe quel laboratoire. Alors là, voilà, la thèse américaine, c'est le laboratoire P4 de Wuhan. Sauf que ça, c'est pas sûr, parce que c'est pas parce qu'il a été pour la première fois défini à Wuhan qu'il est sorti du laboratoire P4 de Wuhan. Et on va voir qu'il y a d'autres possibilités. Comme vous voyez, là, je vous ai mis, vous voyez, sur la gauche, là, ici, c'est Madame Xi. Madame Xi, c'est une chercheuse chinoise qui est surnommée Batwoman parce qu'elle est la spécialiste mondiale des chauves-souris. Donc, et elle manipulait le virus, le coronavirus, qui a été ensuite publié par les Chinois. Elle le manipulait dans son laboratoire. Mais elle travaillait aussi, et c'est ça qu'on a découvert pendant la pandémie, avec des personnages qui sont ici, qui sont Ralph Baric et Anthony Fauci. Et Ralph Baric, c'est un chercheur donc américain qui travaille en Caroline du Nord. Voilà, il est là. Et puis Anthony Fauci, c'est le grand Manitou de l'épidémiologie et des maladies infectieuses américaines. Et lui, il travaille depuis 5 décennies en fait à son institut, qui est l'institut NIAID. Voilà. Institut national des maladies infectieuses. Bon. Et donc, on veut nous dire actuellement que l'hypothèse logique, c'est que c'est sorti du laboratoire P4 de Wuhan, les Chinois. Et là où il y a une duplicité, c'est de refuser qu'il y ait une intentionnalité possible. Or, je montre dans mon livre que en même temps qu'ils refusent d'envisager l'intentionnalité, eux-mêmes, dans leur conférence interne à l'armée américaine, non seulement ils l'envisagent, mais ils la décrivent. Et voilà, ici, vous avez la conférence d'un monsieur qui s'appelle Giordano, qui est docteur Giordano, et qui a fait une conférence que vous trouvez sur Internet, puisque j'ai mis le lien Internet en dessous. Et dans cette conférence, ce docteur Giordano est un militaire qui fait une conférence à des militaires à l'intérieur de l'académie militaire. Donc c'est le nec plus ultra de la science militaire en matière de pathogènes et de microbes. Et qu'explique-t-il pendant sa conférence qui dure à peu près 1 heure? Il explique, en gros, je vous ai mis la phrase qui est la plus nette, il dit: nos collègues de la branche médicale de l'OTAN ont montré que la dispersion de nanoparticules peut être utilisée pour provoquer ce qui ressemble à l'apparition subite d'un grand foyer épidémique. Donc, on voit que ces messieurs de l'armée savent provoquer, en fait, et simuler des épidémies. Et donc, il explique aussi, je vais vous lire quand même ce qu'il dit un peu précisément, voilà. Il dit donc qu'ils sont capables de provoquer des épidémies, de simuler des épidémies, et il précise, si je suis un groupe terroriste. Vous voyez, donc déjà tout à l'heure il disait non intentionnel, on n'en parle pas, mais là il explique, si je suis un groupe terroriste, je vais me rendre dans plusieurs villes
et je vais y provoquer des foyers épidémiques dispersés en y diffusant des nanoparticules neurotoxiques. Je vais choisir des individus cibles, des influenceurs qui partageront leur expérience de la maladie sur les réseaux sociaux. Internet sera le vrai virus, car tous les hypocondriaques se croiront malades. Ces influenceurs pourront aussi être ciblés avec des ondes électromagnétiques, car le cerveau est un organe électromagnétique. Donc, voilà ce qui se dit dans les académies militaires. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont fait, mais je dis que c'est ce qu'ils disent et qu'ils sont donc capables de le dire et de le faire. Et vous pouvez vous-même aller voir la vidéo. Donc, on voit qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, que s'est-il passé depuis 2004? Depuis 2004, vous avez donc Anthony Fauci, ici, le grand Manitou des maladies infectieuses, qui détient les cordons de la bourse américaine sur la question et qui chapeaute à la fois la recherche civile et la recherche militaire sur les microbes, les pathogènes. Donc, voilà, donc depuis, lui, il a commencé bien avant. Il a commencé dans les années 70 et il était déjà là quand il y avait l'affaire du sida. Donc ça, c'est Robert Kennedy Jr. qui l'a bien expliqué, qui lui a consacré un livre qui est très intéressant. Et donc, il a déjà dit pas mal de choses, Robert Kennedy Jr., sur Anthony Fauci. Et donc, Anthony Fauci, on a appris, grâce maintenant aux documents qui sont sortis dans la presse et qui sont sortis aussi dans les enquêtes parlementaires américaines, qui ont été pas mal faites, il faut dire. Et donc, il y a beaucoup de documents officiels et de documents secrets qui sont sortis qui ont montré que Anthony Fauci donnait de l'argent, donc virait des fonds à une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance, qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Peter Daszak, que le monsieur Peter Daszak, lui, c'est un chasseur de virus, mais en même temps, il trafique aussi, il manipule les virus, et il en rétrocédait une partie à Madame Xi, la Batwoman, laquelle travaillait des virus artificiels dans son laboratoire P4 de Wuhan. Et on apprend dans les documents que, en fait, Peter Daszak n'avait pas accès à toutes les données de Madame Xi et lui-même n'avait pas le droit d'aller voir dans le laboratoire de P4 ce qu'elle faisait avec l'argent qu'elle lui donnait, ni avec les pathogènes qu'elle avait réussi à mettre au point. Mais elle n'était pas toute seule. Quand j'ai focalisé un peu sur Madame Xi, mais bon, j'exagère parce qu'il n'y a pas qu'elle. Mais bon, on va voir plus loin qu'il y en a d'autres. On voit le circuit, vous voyez? Et donc là, ça pose déjà un problème. Comment se fait-il que les États-Unis financent la Chine, et en particulier des laboratoires particulièrement dangereux, qui en plus sont contrôlés par l'armée populaire de libération, l'APL des Chinois, bon, sur lesquels ils n'ont pas accès. Et à l'inverse, Dempsey envoyait des virus manipulés et génétiquement modifiés retour à monsieur Baric, Ralph Baric, lequel Ralph Baric manipulait lui aussi les virus et ensuite testait la nocivité des virus sur des souris transgéniques qu'il avait lui-même manipulées pour les rendre transgéniques. Donc c'était des souris qui étaient chimériques, qui étaient à la fois souris et en même temps il leur avait fait exprimer des récepteurs des poumons humains. Donc elles avaient en quelque sorte des poumons humains, mais c'était des souris. Et ils pouvaient donc tester les vaccins destinés aux humains sur des souris humanisées. Donc, ils appellent ça des souris humanisées. Et donc là, il y a deux expériences qui ont été publiées. Donc, une expérience en 2015 et une expérience en 2018. Et l'expérience de 2018, en fait, c'était aussi un coronavirus qui a été envoyé à Baric. Mais Baric, ensuite, l'a rétrocédé à un autre laboratoire de Anthony Fauci, qui est un laboratoire du Montana, dont on a très peu parlé, mais qui lui aussi a fait des manipulations et ensuite a inoculé des chauves-souris qu'ils avaient été chercher dans un zoo.
Ils ont été chercher ces chauves-souris dans un zoo pas loin du Montana, et ensuite ils les ont inoculées avec des virus génétiquement modifiés. Et donc, ils ont essayé de voir s'ils arrivaient à tuer les chauves-souris. Et comment les chauves-souris, qui sont des mammifères, c'est ça l'idée, c'est comme les humains, les chauves-souris sont des mammifères, eh bien, ils voulaient voir comment elles tombaient malades avec ces virus manipulés. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 2015, comme en 2018, ces deux virus sont des virus manipulés. Madame Chi et Ralph Baric, qui co-signent ces articles, expliquent comment ils les manipulent. Et que se passe-t-il en 2020 quand commence la pandémie? Eh bien, ce sont des jumeaux de ces deux virus-là qui sortent. En fait, le jumeau, le coronavirus du Covid, c'est un jumeau de ce virus-là qui, lui, est manipulé depuis bien avant 2020. Et c'est là où on voit que tout a commencé bien avant. Et quand on dit finalement c'est une fuite de laboratoire du laboratoire P4, ben, désolé, mais ces virus-là, ils peuvent aussi sortir des laboratoires américains, du Montana, comme de la Caroline du Nord, de Ralph Baric. Donc moi, j'ai pas d'intérêt chez les Chinois, j'ai pas d'intérêt chez les Américains, mais en fait, moi, j'observe simplement que des deux côtés, ils trafiquaient les virus. C'est tout ce que j'observe. Après, c'est des virus chimériques, hein. Donc, la question qui va se poser, c'est effectivement, est-ce que ces virus chimériques peuvent être assimilés au coronavirus qui est sorti en 2020 et est-ce plausible? Alors, j'ai retrouvé grâce à une ONG qui s'appelle US Right to Know, une ONG américaine, une conférence qui a eu lieu, vous voyez, en Chine en janvier 2019. Donc, on est en janvier 2019. Le coronavirus, qui s'appelle SARS-CoV-2, mais du Covid-19 pour 2019. Mais en fait, de décembre 2019, pas de janvier. Or là, on a une conférence en Chine en janvier 2019, donc on est 11 mois avant, et dans cette conférence, qui donne une conférence? Notre ami Ralph Baric. Et qui a dans l'assistance tous les chercheurs chinois les plus éminents, dont Madame Xi. Et comment s'appelle cette conférence et quel est le titre de cette conférence de Ralph Baric au chinois? Ça s'appelle comprendre et fabriquer des pathogènes viraux avec un potentiel pandémique. Alors, est-ce qu'on peut être plus clair? Moi, je ne sais pas. Et donc, Ralph Baric est ce qu'on appelle le pape du gain de fonction, parce que le gain de fonction, ça consiste à rendre pathogène un virus qui ne l'est pas. Et donc, on voit que Ralph Baric, qui refuse, comme les autres, d'imaginer que ça puisse sortir de son laboratoire, mais qui commence à faire des articles maintenant pour dire que peut-être que c'est sorti du laboratoire des Chinois parce que eux, ils ont mal travaillé, qu'ils ont moins de sécurité que les Américains. Donc, ils conseillent aux Chinois quand même d'avoir un peu plus de sécurité dans leur laboratoire. Sous-entendu, le virus est sorti de chez vous. Voilà, voilà où on en est hein, pour l'instant. Donc, tout au moins, ça montre une certaine collusion entre les Américains et les Chinois en matière de manipulation des virus. Et vous avez d'un côté donc, les Chinois avec Georges Gao, qui est le directeur des CDC, les centres épidémiologiques chinois. Vous avez Madame Xi, donc du P4 de Wuhan, et vous avez ici le professeur Zhang, qui est le premier à avoir déposé toute la séquence génétique du fameux coronavirus de Wuhan. Ils ont laissé en fait le nom. C'est pas Xi avait commencé à le déposer, et puis après son nom a été effacé. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, hein. Donc toujours est-il que c'est le professeur Zhang qui lui a été choisi pour être le dépositaire et le premier dépositeur
initiale du fameux nouveau coronavirus de Wuhan. Et de l'autre côté, vous avez donc Fauci, le directeur du Wellcome Trust, qui est une société, une entreprise, une fondation philosophico-philanthropique, mais qui en fait est une fondation fiscalo-financière, comme d'ailleurs les fondations ici de Rockefeller, de Bill Gates. Et vous avez l'OMS avec Tedros Ghebreyesus, qui est le directeur de l'OMS et qui est en fait l'ancien bras droit de Bill Gates. Donc, et qui, lui, Tedros, est très ami avec les Chinois. Et ici, vous avez notre Peter Daszak, qui est le patron de l'ONG EcoHealth Alliance. Et donc, qu'a fait notre monsieur Baric, le professeur Baric? Voilà comment il propose aux Chinois, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait depuis 20 ans, il propose aux Chinois de fabriquer un virus chimérique. Comment il fait? Il va faire un virus avec d'un côté un virus de chauve-souris dont il va prendre l'ossature et de l'autre côté un virus d'humain dont il va prendre juste les pointes. Donc les séquences génétiques, hein. Donc il va prendre la séquence génétique des pointes du virus humain et l'ossature génétique du virus de chauve-souris, il va les mélanger en laboratoire et il va faire un nouveau coronavirus chimérique qui sera donc à la fois humain et chauve-souris. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre à un virus de chauve-souris d'infecter des humains. Voilà ce que fait Ralph Baric. Et évidemment, en faisant ça, ça permet à ce virus de chauve-souris, donc animal, de sauter la barrière d'espèce pour aller infecter les humains. Alors, c'est ça qu'il a expliqué dans la fameuse conférence de Harbin. Et donc la question est, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Eh ben, tout simplement, après, ils disent, on fait ça parce que comme ça, après, on va pouvoir éventuellement faire un vaccin, puisqu'on aura trouvé un nouveau virus. Si jamais il émerge naturellement, on aura un vaccin. Mais quelles sont les chances que ce soit ce virus-là qui émerge naturellement, alors qu'il y a des milliards de virus? Eh bien, elles ne sont pas énormes. Et pourtant, c'est ce virus-là qui va émerger début 2020. Donc, ça fait pas mal de coïncidences. Et pour que ce virus puisse infecter les humains, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter ce qu'on appelle un site furine. Vous voyez? Ça sont tous les virus de chauve-souris, de pangolin, un premier virus de Sarkov humain qui a fait 800 morts quand même, mais c'est pas énorme sur le plan planétaire, en 2003, et qui a servi en gros l'ancêtre du nouveau coronavirus de Wuhan. À une différence près, plusieurs, mais disons la principale, c'est qu'il y a ici ce qu'on appelle une insertion qui est très étrange puisqu'elle n'existe pas dans la nature avec ce genre de virus et qui s'appelle le site furine. Et à quoi sert le site furine? Le site furine sert à sauter la barrière d'espèce, justement. Et ça, c'est Ralph Baric qui l'a expliqué en 1996 dans un article qu'il a fait pour une revue scientifique importante. Voilà. Donc, je vous ai apporté un petit virus. Voilà. Donc, ça, c'est le virus de chauve-souris, incapable d'infecter les humains. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Baric pour infecter les humains? Un site furine. OK? Et il le colle dessus. Voilà. Et pendant 20 ans, ils vont faire ça. Et ils vont s'échanger les virus avec Madame Xi. D'accord? Et donc, début janvier 2020, quand les Chinois publient la séquence génétique de leur virus, ils sont obligés de le déposer dans une banque de gènes officielle. Donc, c'est ce qu'ils font. Et ils le déposent. Madame Xi décrit son virus. Ralph Baric commente le virus. Est-ce qu'il parle du site furine qui fait pourtant la particularité de ce nouveau virus? Eh bien non.
Pourtant, il est là. Le site-furine, il est là. Il est sur chacune des pointes. Mais eux, ils ont travaillé pendant 22 ans à dire, attention, si un site-furine apparaît sur un virus comme ça, ce sera très grave. Et le jour où il apparaît, ils oublient de parler de ça. C'est l'éléphant dans le salon, ils n'en parlent pas. Donc, c'est là où on voit la duplicité. Parce que s'il n'y avait pas de duplicité, pourquoi ça les gênerait de dire ah, il y a un site furine? Pourquoi ils ne disent pas qu'il y a un site furine? Pourtant, moi j'ai retrouvé d'autres articles hein, qui ont montré des choses. Mais donc, Ralph Baric, bon, tant pis, je ne le vois pas là, je vais le mettre, je vous le dirai plus tard. Quand il fait une conférence en février, il parle pendant 1 heure du fameux virus, mais il parle pas du site furine. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est louche. Et Madame Chi, quand elle publie son coronavirus, mais elle parle pas du site furine. Sauf que, comme ils sont obligés de publier toute la séquence complète quand ils déposent le virus, d'autres chercheurs vont évidemment voir qu'il y a ça, fameux site furine. Et en particulier des chercheurs français qui tout de suite ont été très rapides. C'est le seul article qui a été le plus rapide pour les Français, c'est de dire ah, c'est étonnant parce que la particularité de ce virus, c'est qu'il a ce site furine. Et que ce site furine, effectivement, c'est inhabituel. On l'a jamais vu dans tous les virus jusqu'à présent. Donc, c'est la première fois qu'on voit un site furine. Donc, ça, c'est les Français qui le disent. Donc, on voit bien que c'est ça qui est le plus important, c'est le site furine dont ne veulent pas parler ni Madame Chi, ni Ralph Baric. Et à partir de là, il y a d'autres chercheurs, des chercheurs indiens, qui vont regarder la séquence génétique de, de la pointe spike, de ces pointes-là, avec le site furine. Bon. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est les Indiens qui publient ça, très vite. Fin janvier, ils publient ça, fin janvier 2020. Et qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent qu'il y a 1, 2, 3, 4 insertions anormales qui, en plus de ça, sont des insertions qui sont communes avec le virus du sida, le VIH. Donc ils se disent, tiens, c'est bizarre, c'est même anormal. Et là, la 4e insertion, c'est le site furine. Et ces 3-là sont des insertions qui, lorsqu'ils vont se rassembler en 3D, vont pouvoir infecter des récepteurs des cellules immunitaires humaines. Donc le système immunitaire. Alors, est-ce que c'est étonnant ou pas? En tout cas, il est clair que pour que ce soit naturel, il faudrait, je sais pas moi, une chance sur des milliards. Et c'est pour ça qu'ils disent, bah, c'est peut-être pas naturel, voilà. Et donc, on voit que ces 4 insertions qui ont été critiquées, hein, le papier a été immédiatement rétracté. Alors, quelles ont été les pressions? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'après, ce papier, il a quand même été viral, il a fait le tour de la planète, mais personne ne voulait s'en occuper, du point de vue officiel. Officiellement, ils ne voulaient pas s'en occuper. Moi, j'ai téléphoné à des chercheurs officiels au mois de mars 2020, pendant le confinement. Des chercheurs officiels leur ont dit, mais écoutez, est-ce que vous voulez bien me dire, parce qu'il y a ce papier indien qui est sorti, est-ce que vous voulez bien me dire ce que vous en pensez et ce qu'on doit en penser, parce que c'est quand même troublant. Et ils m'ont dit, tous ceux que j'ai eus, hein, m'ont dit non, non, ça vaut rien, ça a été rétracté, on va pas vous en parler. Bon, j'ai dit, mais est-ce que vous l'avez lu? Non, c'est pas la peine puisque la communauté scientifique a dit que c'était pas la peine. Bon, d'accord. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie néanmoins? Parce que moi je l'ai lu et c'est quand même troublant. Ah non, non, c'est pas la peine de nous l'envoyer, on n'en a pas besoin. Voilà. C'est des bêtises, pour rester poli. Donc je n'ai pas eu l'explication de la part de ces chercheurs officiels qui n'ont pas voulu même lire le papier. Ça les intéressait pas. Et donc, après, moi, je suis allée quand même voir dans les articles précédents de Madame Chi,
j'ai quand même été voir, j'ai relu tous ces papiers scientifiques qu'elle avait écrits depuis 2004. Elle a commencé à publier en 2004. Bon. Et son dernier papier, donc c'était 2020, sur le nouveau coronavirus. Donc j'ai remonté tous les autres papiers pour voir si elle avait déjà manipulé le virus du sida. Bon. Et bah, devinez quoi? Eh bien oui, alors c'est écrit en toutes lettres, voilà, telle expérience, on a mélangé un coronavirus avec un morceau du virus du sida. Ah bon? Ben oui. Telle autre expérience, on a mélangé tel morceau de coronavirus de chauve-souris avec un morceau du virus du sida. Ah bon? Ah ben oui, c'est écrit en toutes lettres et c'est comme ça. Bon, alors c'est pour montrer que là, encore une fois, il y a une duplicité entre ce qui est dit et ce qui est fait. Mais là, quand je vous dis qu'elle-même, dans les articles qu'elle a écrits, on voit qu'elle a manipulé du virus du sida pour en faire des virus chimériques, donc dangereux. Moi, je l'ai lu. Tous les scientifiques qui veulent bien lire peuvent le lire. Tous les hommes politiques et les femmes politiques qui sont conseillés par les scientifiques peuvent le savoir. Donc, si moi je l'ai su, et je ne suis pas la seule, puisqu'il y a un groupe qui s'appelle Drastic, qui a aussi révélé l'affaire, eux aussi l'ont lu, et ils ont bien vu qu'ils manipulaient déjà des virus. Donc, on voit encore une fois la duplicité. Donc, le seul argument qu'ils ont trouvé, les mainstream, les autorités sanitaires, ça a été de faire taire toute pensée originale, toute pensée critique, par la censure et par la force. Ça a été leur seul argument. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un autre élément qui a montré à quel point il y avait une duplicité. Et encore à l'heure actuelle, quand ils essayent de nous dire c'est une fuite de laboratoire, d'accord, mais lequel? Alors là, on va voir, il y a un document qui s'appelle Diffuse. Et ce document, vous voyez, celui-là, il a été proposé par notre ami Peter Daszak de l'ONG EcoHealth Alliance à l'armée américaine et dans laquelle ils décrivent comment ils vont manipuler un coronavirus de chauve-souris pour y insérer un site furine. Celui-là même dont ne veut pas parler Raspberry. Et pourtant, qu'est-ce qu'on découvre quand on lit ce document, qui est un document donc qui a fuité grâce à l'ONG Drastic et à un chercheur américain qui est un ancien militaire d'ailleurs, qui s'appelle Charles Rixey et qui est très, très intéressant parce que c'est lui qui l'a fait fuiter. Eh bien, effectivement, on s'aperçoit que qui a signé et quelle est l'équipe que propose Peter Daszak pour manipuler les virus qu'il propose à l'armée américaine? Eh bien, devinez qui? Ralph, Baric et Madame Chi. Et il n'y a pas que, il y en a trois autres, trois, quatre autres. Mais qu'est-ce qu'ils proposent dans ce document? Donc, de fabriquer un virus chimérique mi-humain, mi-chauve-souris. Ensuite, ils proposent de l'insérer dans des nanoparticules de gras, celles qu'on va retrouver d'ailleurs dans les vaccins, qui ne sont pas des vaccins, mais de la thérapie génique. Bon, enfin bref, ce sont des nanoparticules avec dedans une séquence génétique chimérique. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils proposent dans ce document? Ils proposent de le pulvériser, soit avec des diffuseurs comme ça, à l'entrée des grottes de chauve-souris, soit de le pulvériser avec des drones. Voilà, des drones. Et donc, ils vont pulvériser quoi? Ils vont pulvériser des nanoparticules de gras avec à l'intérieur de l'ARN modifié, comme ceux qu'on va trouver dans les prochains vaccins qui sont de la thérapie génique. Voilà. Et donc, les chauves-souris étant des mammifères, ce qu'ils font avec les mammifères chauves-souris, ils peuvent le faire avec des mammifères humains. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont fait, je dis qu'ils peuvent le faire et je dis que c'est ce qu'ils proposaient à l'armée américaine en quelle année? En 2018, un an avant le Covid. D'accord? Et c'est la même équipe qu'on va retrouver un an après.
ce document, cette proposition a été refusée par l'armée américaine. Mais ils ont dit, bon, il manque telle chose, et puis bon, il y a un peu de risque, là, il manque de la sécurité. Mais en fait, il a été refusé par l'armée américaine. C'est un autre laboratoire qui a eu, en fait, le marché. Et cet autre laboratoire, bah, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le laboratoire du Montana. Donc, ce que eux n'ont pas fait, bah, les autres l'ont fait, mais de toute façon, c'est la même équipe. Bon. Alors, ce qui montre aussi la duplicité, c'est que dès que le document indien est paru, et dès que les chercheurs et les amis autour de Fauci, Fauci il est là, et autour de notre ami ici, qui est de Wellcome Trust, Jérémy Farrar. Et là, vous avez un certain Drosten, un Allemand, qui lui va faire le test PCR qu'on a tous connu. Bon, et là, vous avez un Australien qui s'appelle Eddie Holmes, et lui, il a signé avec Gao et avec surtout le professeur Zhang de Shanghai, il a déposé le nouveau coronavirus de 2019, le coronavirus de Wuhan. C'est lui qui l'a déposé dans la banque de gènes avec le professeur Zhang. Bon, donc il travaille avec les Chinois. Donc là, vous avez une collaboration de l'Australien avec les Chinois, lequel l'Australien est très proche de Peter Daszak et également très proche surtout de Jeremy Farrar. Et Jeremy Farrar, c'est le Wellcome Trust, qui est une fondation fiscalo-financière qui est l'équivalent anglais de la fondation Bill et Melinda Gates. C'est l'équivalent anglais. Mais en l'occurrence, dans cette affaire Covid, c'est Jeremy Farrar qui est à la manœuvre. Et ce Jeremy Farrar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser avec Fauci une conférence Zoom secrète. Une conférence secrète le 1er février 2020. Et dans cette conférence secrète, donc ils vont convier d'autres chercheurs américains et ils vont dire aux chercheurs américains qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau coronavirus et qu'est-ce qu'on doit en penser. Et là, on a tous les courriels internes qu'ils s'envoient les uns les autres. Que disent les chercheurs, et en particulier un chercheur qui s'appelle Andersen? Ils disent, et entre eux, hein, ils s'envoient les courriels, tac, 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 et il y en a un qui dit, donc Andersen, tout de suite, il flash tout de suite sur Citrine, celui dont ne veut pas parler Baric. Bon, hop, il dit, oh là, ce virus-là, il y a un truc qui n'est pas compatible avec l'évolution naturelle, c'est le citrine. Donc, on a des doutes. C'est pas compatible avec l'évolution naturelle. Donc là, on est encore dans la duplicité, parce que le lendemain, il se passe quoi? Ils font leur conférence secrète, et quelques jours après, ils vont sortir un article. Dire quoi? Est-ce qu'ils vont dire, ah oui, c'est bizarre ce citrine? Pas du tout. Ils vont dire, c'est un virus naturel, et tous ceux qui vont oser dire que éventuellement ça pourrait être artificiel seront des complotistes. Voilà. Donc ça, c'est encore un exemple de duplicité. Donc là, on ne peut pas parler d'incompétence. Voilà, ça c'est pour dire, on ne va pas parler d'incompétence, on va parler de duplicité. C'est l'angle de ma conférence de ce soir, hein, c'est de dire ça. Alors il y a aussi, on va voir, une duplicité sur la gravité de l'épidémie. L'épidémie de Wuhan était-elle grave? Voilà, voici la courbe de l'épidémie de Wuhan. Et on voit que, bon, quand est-ce qu'elle commence? Donc de Covid, hein, épidémie Covid. Bon, elle commence, voilà, donc on dit début janvier, hop, ça monte, et puis ça descend. Là, on est fin février, on est même pas très loin, vous voyez, ici, là, à partir de là, il y a les deux hôpitaux. Ouais, là, ici, on est le 7 janvier. 7 janvier 2020, il publie le génome du coronavirus. Voilà. Et ici, les protocoles vers le 13 janvier, hop, tout de suite, les PCR sont acceptés à l'OMS. Là, on est au summum de l'épidémie à Wuhan. Et à Wuhan, hop, ici, là, juste avant que ce soit le haut,
ils vont faire un confinement, le confinement qu'on a vu, et l'OMS, tout de suite après, va déclarer une urgence internationale de préoccupation euh, mondiale, donc, et c'est à partir de là qu'est lancée toute l'hystérie. euh, c'est la décision administrative qui fait que l'OMS annonce une urgence internationale de santé, de préoccupation internationale. Bon, en anglais, ça se dit fake, mais P-H-E-I-C et non pas fake, faux, mais enfin, ça se prononce pareil. Bon. Et donc, tout de suite après, les deux hôpitaux qui sont construits, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ils ont construit des hôpitaux en 15 jours pour dire regardez comme on est fort. Et là, c'était déjà presque la fin février, il y a plus d'épidémie. Et il n'y a pas eu beaucoup de morts. Voilà. Et donc, le taux de mortalité, il n'était même pas de 0,1%. Donc, fin février, ils savaient déjà très bien, tous, qu'il n'y avait pas eu beaucoup de morts. Et quand il y a une commission de l'OMS qui va en Chine à ce moment-là, ils ont le droit d'abord de rien visiter, ils sont trimballés d'hôtel en hôtel, bon d'accord, mais ils font un rapport, et dans leur rapport, ils disent quoi? Ils disent la plupart des personnes infectées avec le Covid-19 ont des symptômes bénins et guérissent. Il y a en tout 2114 décès, alors que normalement en Chine, rien que pour les pneumonies, on est à 200 000 décès par an. Et là, on est à 2000. Donc, c'est rien du tout. C'est 0,1% de mortalité par cas. Et malgré tout, donc, Tedros Ghebreyesus, il va aller en Chine et il va faire l'éloge de la Chine, des confinements, et il va dire que la Chine a fait des extraordinaires prouesses qu'on n'a jamais vues de toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'elle avait confiné. En fait, il y avait pas de gravité de la pandémie. Il y avait pas, en fait, là, la pandémie, ils l'ont déclaré après. Mais il n'y avait pas de gravité de l'épidémie. Donc même l'épidémie de Wuhan n'était pas une épidémie grave. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'épidémie, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des morts. En tout cas, ce n'était pas grave et ce n'était pas les 200 000 décès de pneumonie qu'on a par an en Chine, sachant que Wuhan est une ville industrielle qui est constamment polluée, où il y a des morts, mais en permanence et énormément de morts, dont les autorités chinoises se fichent éperdument parce que, au point que, à l'été 2019, il y avait des manifestations dans les rues de Wuhan, les Chinois, pourtant c'est dangereux de faire une manif, et bien il y avait des manifestations contre la pollution, parce qu'ils ne pouvaient même pas respirer, tellement le brouillard de pollution et de particules, il y avait des particules de toutes sortes, des particules toxiques, faisait que les gens n'arrivaient même plus à respirer, au point qu'ils ont manifesté dans les rues à l'été 2019. Et alors là, les autorités chinoises n'ont rien fait. Et pourtant, il y avait des morts, et beaucoup de morts, puisqu'il y a 200 000 décès de pneumonie. Mais là, ils ont commencé à aller chercher des malades, il n'y avait même pas de morts, et ils ont commencé à déposer les séquences génétiques d'un virus, alors qu'il n'y avait pas de mort. Et le premier mort officiel des Chinois a été déclaré le 11 janvier. 11-12 janvier. Et le 12 janvier, l'OMS donc dit, oh là là, il y a un virus très grave. Et le 13 janvier, ils homologuent le test PCR qui leur a été envoyé par l'allemand Drosden, sans même l'avoir testé. Et là encore, il y a une duplicité. Ils n'ont pas testé le test, mais ils l'homologuent. Voilà comment ça se passe. Le chercheur allemand, Christian Drosden, vous voyez, il est là. Lui, il était déjà le découvreur du premier virus SARS-CoV du SRAS de 2003. Et là, de nouveau, il est là, il est dans l'affaire. Et lui, donc, le lendemain du jour où l'OMS entend dire par les Chinois qu'il y a un mort officiel, le lendemain, il reçoit le test de Drosden et ils en font un test de référence mondiale, sans aucune
sans aucune comparaison sur le marché, sans même avoir comparé. Bon, et sans même avoir testé le test. Et Drosden, lui, il envoie son article pour dire ce qu'il fait, comment il fait son test. Il l'envoie à un journal de référence, lui aussi, et puis européen. Il l'envoie et en 24 heures, l'article est publié. Alors que normalement, il faut des mois. Vous voyez? Et qui lui a envoyé la séquence en secret? Nos amis Shi, Gao et notre ami professeur Zhang. Comment on le sait? Parce que dans son article, Drosden remercie Shi, Gao et le professeur Zhang. Il les remercie, donc c'est écrit. Et tout de suite après se lance la machine pandémique. Donc, il y a 0 mort, il y a 27 malades, et bien hop, c'est parti. Le 12 janvier 2020, l'OMS annonce le premier mort. Le 13 janvier, le vaccin Moderna est, selon Fauci, déjà finalisé, et il écrit ça sur le site internet officiel, sur son site internet officiel de son institut, et ils expliquent justement comment ils vont pouvoir faire les vaccins. On est le 13 janvier, le lendemain de la réception du test PCR et le surlendemain du premier mort. Et eux, ils annoncent gentiment qu'ils ont finalisé la conception d'un vaccin candidat et avoir entamé le travail de production. Ils ont entamé le travail de production, on est 2 jours après le premier mort. S'il y en a qui trouvent ça logique, moi pas. Si ça montre de l'incompétence, je ne crois pas. De la duplicité, certainement. Et j'ai mis le lien de ce site qui a été effacé. Je vous le dis tout de suite, ils ont effacé la page maintenant, hein, c'est plus trouvable. Donc il faut aller sur Wayback Machine. Et avec Wayback Machine, on peut retrouver les pages qui ont été effacées. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé cette page. Et donc le 30 janvier, donc l'OMS déclare une urgence internationale avec seulement 170 décès officiels. Et international, pourquoi? Il y a 0 mort à l'international. Il y a que des morts en Chine et seulement 170. Et le 11 mars, l'OMS qualifie l'épisode de Wuhan de pandémie avec seulement 4 291 morts dans le monde. Et donc le 16 mars, on a les essais cliniques sur les humains qui commencent avec les injections de Moderna. Donc on voit que le seul calendrier montre la duplicité. Il y a aussi une duplicité sur les traitements précoces qui ont été dévalorisés, qui ont été stigmatisés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bon, vous savez tous que, effectivement, tout a été fait pour interdire l'hydroxychloroquine, interdire l'ivermectine et interdire tous les traitements qui pouvaient aider à sauver des vies. Bon. Et donc, que se passe-t-il? Pourquoi ils étaient obligés de les interdire? Parce que s'il y avait des traitements qui existaient pour soigner le Covid, à ce moment-là, il ne pouvait pas y avoir d'autorisation d'urgence pour les vaccins. Donc, pour qu'il y ait une autorisation d'urgence, il fallait pas qu'il y ait de traitement qui existe. Donc, comme par hasard, les traitements sont stigmatisés. Et qui va stigmatiser les traitements? Eh bien, des chercheurs qui sont payés par qui? Qui sont payés par à la fois bon, le Lancet, parce qu'ils vont publier dans le Lancet, mais ça va être ce qu'on appelle le Lancet Gate, c'est-à-dire qu'ils vont faire une fausse étude pour, en fait, stigmatiser les morts de l'hydroxychloroquine. Et ils ont inventé des morts, ils ont inventé même pas des hôpitaux, mais ils ont inventé des, des patients, ils ont même fait des chiffres qui étaient tellement faux, qui étaient tellement absurdes que tout de suite après, ça a été rétracté, mais ça a suffi quand même à empêcher le gouvernement français de dire, bon, ben, on va laisser l'hydroxychloroquine tranquillement sur le marché. Et en fait, qui avait financé cette fraude, cette étude frauduleuse qui a été publiée dans le Lancet?
Eh bien, c'était Harvard University. Et à l'intérieur de l'université d'Harvard, vous avez le, comment on va l'appeler, le crapuleux Epstein, qui est mort en prison, soi-disant suicidé, et qui ici, on voit qu'il est avec notre ami Bill Gates, et ils travaillaient ensemble et ils finançaient ensemble des études. Bon. Et aussi, Epstein finançait aussi d'autres chercheurs de Harvard qui travaillaient sur l'eugénisme. Et ici, avec Epstein, Bill Gates, vous avez un des patrons de Harvard. Donc Harvard, l'université Harvard, était très impliquée dans l'histoire. Il y a aussi une duplicité sur la nature des vaccins ARN et sur leurs effets. Donc, duplicité sur la nature, on voit que ces vaccins, en fait, selon Moderna, j'ai retrouvé le dossier financier de Moderna à la bourse de New York. Comme ils sont obligés de dire la vérité, plus sérieusement qu'ailleurs, eh bien, ils s'écrivent noir sur blanc. À l'heure actuelle, l'ARN-M, c'est-à-dire modifié, est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA. La FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est l'autorité sanitaire américaine. Donc on voit que, en fait, dès le départ, et là on est en 2018, les autorités sanitaires savent qu'il s'agit de thérapie génique. Et pourtant, elles vont accepter de lui décerner une autorisation d'urgence comme vaccin. Alors ça, c'est pas de l'incompétence, puisqu'ils le savent. Donc, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas, c'est écrit. Et donc, pour quelles raisons ils ont accepté, les autorités sanitaires, de donner un sauf-conduit, en gros, de donner une autorisation provisoire au départ, mais de vaccin, alors qu'il s'agit de thérapie génique. Pourquoi c'est grave? Parce que la thérapie génique, ah, j'ai plus beaucoup de temps. C'est ça? Combien? D'accord, ok. Je vais aller plus vite. Et donc, on voit ici qu'ils savent très bien que c'est de la thérapie génique et non pas des vaccins. Et ils vont également changer la définition des vaccins sur le site du CDC. Donc ça, je ne vais pas le détailler. Oui, le ARN, M, messager. Moi, je rajoute modifié. C'est moi qui rajoute modifié. De Moderna. Que veut dire Moderna? Le mot Moderna, d'où il vient? Ça vient de Modified RNA, c'est-à-dire ARN modifié. Donc le mot, le nom même de Moderna veut dire ARN modifié. Et donc là, c'est ARNM pour messager, mais moi je rajoute modifié parce que en fait, ce n'est pas de l'ARN messager puisque c'est de l'ARN artificiel qui est modifié, qui n'a rien à voir avec de l'ARN messager naturel. Donc là encore un mensonge. Mais merci de me le faire préciser. Donc c'est bien encore une fois un mensonge quand on dit messager, alors que en fait, c'est modifié. J'explique dans le livre pourquoi ce n'est pas de l'ARN messager, mais bien modifié, parce qu'ils ont changé des paires de bases à l'intérieur même des séquences génétiques de l'ARN pour le remplacer de l'uridine naturelle par de la pseudo-uridine artificielle. Et cette pseudo-uridine artificielle qui va être dans les séquences génétiques de l'ARN vont faire que l'ARN, au lieu d'être biodégradable, va pouvoir rester dans l'organisme plus longtemps. Ce qui fait que, malheureusement, on retrouve de l'ARN modifié, dit M, messager modifié, pourrait être MM, dans l'organisme pendant très longtemps. Et les gens qui sont injectés vont avoir de l'ARN MM, si vous voulez, jusqu'à 2 ans. 2 ans après avoir été injectés. Donc au début, ils disent non, non, ça reste pas, ça se dissout tout de suite. Pas du tout. On en trouve jusqu'à 2 ans après. C'est pas tout le monde non plus. Donc ça veut dire que chaque personne
élimine quelque part l'ARN messager modifié différemment selon son propre système de détoxication. Voilà. Ça, juste pour vous dire que ça, c'est un document confidentiel qu'on n'a pas vu ailleurs, qui est un document de Pfizer, avec les dernières courbes d'efficacité du vaccin après, jusqu'à la fin, parce qu'on a montré que des efficacités du vaccin provisoire pour dire c'est hyper efficace. Mais si vous prenez le dossier complet, vous vous apercevoir que même dans le document officiel de Pfizer, les non vaccinés finalement qui sont ici ont moins souvent le Covid que les vaccinés. Et ça, c'est le document officiel. Et d'ailleurs, c'est confirmé par des études de la clinique Cleveland qui montrent que plus vous avez de doses, là voilà, 0 dose, une dose, plus vous avez de doses, plus vous avez de risque d'avoir du Covid. Et là, en plus, les dossiers ont été biaisés, on va dire, parce que les essais cliniques, vous voyez, dans les essais cliniques, ils font la première dose. Ils comptent 21 jours. Tous les gens qui ont le Covid pendant cette période-là, ils ne les comptent pas. Ils font la deuxième dose. Ils comptent 7 jours. Tous les gens qui ont le Covid pendant cette période-là, ils ne les comptent pas. Ce qui fait que vous avez 28 jours pendant lesquels le groupe vacciné, tous ceux qui ont le Covid dans le groupe vacciné, ils ne seront pas comptés dans les statistiques. Ce qui fait qu'ils pourront dire ensuite bah, que non, le vaccin, l'injection est très efficace. Et qu'est-ce qu'on observe pourtant? Ce que moi j'ai appelé les 14 jours de grâce, c'est que en fait, vous voyez, ça c'est l'injection du Covid, enfin du vaccin. Premier jour, plus vous êtes proche du premier jour, plus vous avez de décès. Donc, premier jour, ça c'est le nombre de décès, et ça c'est le nombre de jours. Eh bien, pendant 14 jours, vous avez en gros 80% des décès qui se déroulent pendant les 14 premiers jours. Bon. Or, ces 14 premiers jours ne seront pas comptés dans les statistiques. Ce qui fait qu'effectivement, ils peuvent dire qu'ils n'ont pas beaucoup de décès. Et évidemment, ils ne les comptent pas. Donc ça, c'est encore de la duplicité. Autre duplicité, est-ce qu'il y a transmission ou pas du virus quand on est vacciné? Donc, Pfizer reconnaît, puisqu'on lui pose la question au Parlement européen, ici, voilà, Janice Small, qui représente Pfizer, on lui dit, est-ce que oui ou non, vous avez testé la transmission pendant vos essais cliniques? Ils l'ont pas testé, ils l'ont pas testé. Donc elle répond, ben non, on n'a pas testé la transmission. La transmission, ça veut dire qu'un humain qui est vacciné, est-ce qu'il va le transmettre à un autre humain? Et la réponse de Pfizer est non, parce que nous devions agir à la vitesse de la science pour comprendre ce qu'il se passait sur le marché. Nous devions tout faire en prenant des risques. Ça, c'est Pfizer qui le dit. Pfizer dit, on n'a pas testé la transmission. Bon. Alors, incompétence ou duplicité? Que disent les autorités mondiales, hein, mais françaises, je vous ai mis les Français là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Et pourquoi il faudrait obliger les gens à se vacciner si la transmission n'a pas été testée? Et notre cher président français qui dit, je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. Voilà. Et donc, voilà. Autre duplicité, autre mensonge. Dans les dossiers qui ont été reçus par la FDA, on voit que les nanoparticules, au lieu de rester dans le bras, comme ils ont dit, eh bien, elles sont dans tout le corps. Et ces données-là, ils les ont. Donc, ça va dans les ovaires, ça va dans le foie, ça va dans le cerveau, principalement partout là où il y a du gras, parce qu'elles sont grasses, les particules. Elles vont se mettre dans les organes qui sont gras, et y compris dans les testicules, et y compris prendre la place du sperme, et dans les ovaires.
Et donc, ensuite, il va y avoir beaucoup de maladies auto-immunes. Donc ça, c'est les maladies qui sont ensuite répertoriées et qui peuvent avoir des répercussions sur la fertilité. Et quand on regarde le nombre de décès dans le VAERS, qui est le registre américain des effets secondaires, vous voyez que tout ça, c'est tous les autres vaccins réunis depuis que ça existe. Et ici arrivent les vaccins ARN-MM, ARN-M messager modifié. Et voilà le nombre de décès. Il y a eu plus de décès avec le vaccin ARN messager en 2 ans que depuis 30 ans avec tous les autres vaccins réunis. Mais malgré tout, eh bien, les autorités sanitaires ne veulent pas réduire et supprimer et retirer ces injections. Donc là, je vais aller plus vite, mais ça, c'est la contamination avec de l'ADN et des morceaux de séquences de virus SV40. Donc là, je ne vais pas le détailler. Et autre duplicité, voilà les contrats qui ont été signés par les États, contrats qu'on a eu que assez tardivement, grâce d'ailleurs à l'Afrique du Sud qui a fait, où il y a des citoyens qui ont fait des procès. Et donc, dans ces contrats, il est stipulé, l'acheteur reconnaît que les effets secondaires et l'efficacité à long terme ne sont pas connus actuellement et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus. Donc, exemple de duplicité, alors que nos autorités sanitaires disent les vaccins sont sûrs et efficaces, en même temps, ils signent des contrats dans lesquels il est stipulé que le vendeur ne peut pas garantir ni l'efficacité ni la sûreté. Donc ça, si ce n'est pas un exemple de duplicité, c'est même pas de l'incompétence, là. On est carrément dans la duplicité. Et donc voilà, j'en arrive à la fin. En 1976, il y avait eu déjà une pseudo-pandémie qui avait été tentée aux États-Unis sous Gerald Ford avec une grippe H1N1 et la presse avait fait son boulot à l'époque et donc avait fait remarquer qu'il y avait 25 décès. Au bout de 25 décès, la campagne de vaccination est interrompue en catastrophe. On n'en parle plus. Actuellement, 2020-2024, on est à 36 000, 38 000 et voire de 17 millions selon le Canadien Denis Rancourt. Et malgré tout, les vaccins continuent et ils sont même proposés pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus? Moi, je ne sais pas. Et voilà, merci pour votre attention.